La Welcome Killer, comme elle est surnommée, est une femme de 20 ans possédant un trouble psychotique. Accompagnée de son amant Martin Van der Merwe, ils auraient assassiné, démembré et Shane aurait découpé le visage de Van Eyck, après avoir dessiné exactement ce qu'elle ferait dans son carnet de croquis. Shane aurait donné un rendez-vous amoureux à Van Eyck dans le cimetière de Welcome après l'avoir rencontré sur un réseau social. Van Eden a utilisé des techniques de dépeçage qu'elle avait apprises en chassant avec son beau-père alors qu'elle était une jeune fille sur la victime. À l'intérieur de son portfolio d'art se trouvaient des croquis représentant un visage dont la bouche avait été cousue, de la même manière que la bouche du défunt était cousue fermée. John Edward Robinson est un Américain tueur en série, faussaire, escroc et ravisseur qui a été reconnu coupable en 2003 pour avoir commis 3 meurtres dans et autour de Kansas City. En 2005, il a reconnu la responsabilité de 5 homicides supplémentaires parce qu'il a pris contact avec la plupart de ses victimes après 1993 via des forums de discussion en ligne. Il est parfois qualifié de premier tueur en série d'Internet. En 1984, Robinson a embauché Paula Godfrey, 19 ans, apparemment pour travailler comme une représentante commerciale. Godfrey a dit à ses amis et à sa famille que Robinson l'envoyait s'entraîner. N'ayant plus de nouvelles d'elle, les parents de Godfrey ont déposé un rapport de personnes disparues. La police a interrogé Robinson qui a nié avoir eu connaissance de l'endroit où elle se trouvait. Plusieurs jours plus tard, ses parents ont reçu une lettre dactylographiée avec la signature de Godfrey en bas, remerciant Robinson pour son aide et affirmant qu'elle était OK et qu'elle ne voulait pas voir sa famille. L'enquête a été close car Godfrey était majeur et il n'y avait aucune preuve d'acte répréhensible. Aucune trace de Godfrey n'a jamais été retrouvée. En 1985, sous le nom de John Osborne, il a rencontré Lisa Stasi et sa fille de 4 mois, Tiffany, dans un refuge pour femmes à Kansas City. Il a promis à Stasi un emploi à Chicago, un appartement et une garderie pour son bébé. Il lui a demandé de signer plusieurs feuilles de papier vierge. Quelques jours plus tard, Robinson a contacté son frère et sa belle-sœur qui n'avaient pas pu adopter un bébé et les a informés qu'ils connaissaient un bébé dont la mère s'était suicidée. Pour 5 500 $ en frais juridiques, Don et Helen Robinson ont reçu Tiffany, dont l'identité a été confirmée par des tests ADN en 2000, et un ensemble de papiers d'adoption authentiques avec les signatures falsifiées de 2 avocats et d'un juge. On n'a plus jamais entendu parler de Stasi. En 1987, Catherine Klumpit, 27 ans, a laissé son enfant à ses parents à Wichita Falls, au Texas, et a déménagé à Kansas City pour trouver un emploi. Elle a été embauchée par Robinson, qui lui aurait promis un long voyage et une nouvelle garde-robe. Elle a disparu en juin de cette année-là. Son dossier de personnes disparues reste ouvert. De 1987 à 1993, Robinson a été incarcérée, d'abord au Kansas, 1987-1991, pour de multiples condamnations pour fraude, puis au Missouri pour une autre condamnation pour fraude et violation de la libération conditionnelle. Au centre correctionnel de l'ouest du Missouri, il a rencontré Beverly Bonner, 49 ans, la bibliothécaire de la prison, qui après sa libération a quitté son mari, médecin de la prison, et a déménagé au Kansas pour travailler pour Robinson. Après que Robinson a organisé l'envoi des chèques de pension alimentaire de Bonner à une boîte postale du Kansas, sa famille n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Pendant plusieurs années, la mère de Bonner a continué à transmettre ses chèques de pension alimentaire et Robinson a continué à les encaisser. À ce moment-là, Robinson avait découvert Internet et parcourait divers sites de réseaux sociaux en utilisant le nom de Slave Master, à la recherche de femmes qui aimaient jouer le rôle de partenaires soumis pendant les rapports sexuels. Une des premières correspondantes en ligne était Sheila Face, 45 ans, dont la fille Debbie, 15 ans, était en fauteuil roulant à cause du spina bifida. Robinson, se présentant comme un riche homme d'affaires et philanthrope, a proposé de payer les frais médicaux de Debbie et de lui donner un emploi. En 1994, la mère et la fille ont déménagé de Fullerton, en Californie à Kansas City, et ont immédiatement disparu. Robinson a encaissé les chèques de pension de Faith pour les 7 années suivantes.
Peu à peu, Robinson est devenu bien connu dans les salles de chat en ligne BDSM. En 1999, il a offert un emploi à Isabella Lewicka, une immigrante polonaise de 21 ans vivant dans l'Indiana. Quand elle a déménagé à Kansas City, Robinson, qui était toujours marié à Nancy, a donné Lewicka une bague de fiançailles et l'a emmenée au registraire du comté, où ils ont payé une licence de mariage qui n'a jamais été récupérée. On ne sait pas si Lewicka croyait qu'elle et Robinson étaient mariés. Elle a dit à ses parents qu'elle s'était mariée, mais ne leur a jamais dit le nom de son mari. Elle a signé un contrat de 115 articles qui a donné à Robinson un contrôle presque total sur tous les aspects de sa vie, y compris ses comptes bancaires. Au cours de l'été 1999, elle a disparu. Robinson a déclaré à un concepteur de site web qu'elle avait été surprise en train de fumer de la marijuana et qu'elle avait été expulsée. Au moment de la disparition de Lewicka, une infirmière auxiliaire nommée Suzette Truton a déménagé au Michigan, au Kansas, pour parcourir le monde avec Robinson comme son esclave sexuelle soumise. La mère de Truton a reçu plusieurs lettres dactylographiées signées par sa fille et prétendument envoyées par la poste alors que le couple était à l'étranger. Les enveloppes portaient toutes des cachets de la poste du Kansas City. Les lettres, selon sa mère, étaient inhabituellement exemptes d'erreurs. Plus tard, Robinson a dit à la mère de Truton qu'elle s'était enfuie avec une connaissance après lui avoir volé de l'argent. Charles Sheetal Angel est un tueur en série américain. Avec Leonard Lake, il fut soupçonné d'avoir tué, au début des années 1980, entre 11 et 25 victimes dans le ranch de Lake, dans le comté de Cabarreras, en Californie. Ils auraient même filmé eux-mêmes les viols et les tortures commises sur leurs victimes. Les crimes ont été connus en 1985 lorsque Lake s'est suicidé après avoir été arrêté et que Charles a été capturé peu après pour vol à l'étalage dans une quincaillerie. La police a perquisitionné le ranch de Lake et a trouvé des restes humains. Charles a été identifié comme étant le complice de Lake. Otis Hellwood Toole, surnommé le cannibale de Jacksonville, est un tueur en série cannibale et pyromane américain qui a été reconnu coupable de 6 meurtres en 1984, bien qu'il ait confessé en avoir commis une centaine. Il est notamment connu pour le meurtre d'Adam Walsh, âgé de 6 ans. Adam était un garçon américain qui a été enlevé dans un grand magasin à Hollywood, en Floride, le 27 juillet 1981. Sa tête coupée a été retrouvée 2 semaines plus tard à un canal de drainage le long de la route 60 dans le comté rural d'Indian River, en Floride. Sa mort a suscité de l'intérêt national et a été transformée en film télévisé de 1983, Adam, vu par 38 millions de personnes dans sa diffusion originale. Son père, John Walsh, est devenu un défenseur des victimes de crimes violents et a été l'hôte du programme télévisé America's Most Wanted. Il commet son premier meurtre à 14 ans. 2 hommes le prennent en stop et se disputent violemment. Alors que le conducteur s'apprête à poignarder le passager et menace Toole, ce dernier réussit à sortir du véhicule mais se fait poursuivre. Il va alors revenir vers le véhicule, le démarrer et écraser le conducteur. Sa vraie carrière d'assassin commence en 1976, quand il rencontre Henry Lee Lucas, son futur amant. Commence avec lui une série de meurtres à partir de 1978, notamment sur des autostoppeurs ou des employés de stations-service. Les victimes de Lucas sont principalement des femmes qui l'étranglent ou poignardent.
Toole préfère les hommes qu'il tue à l'aide d'armes à feu. Il lui arrive de manger leurs cadavres, activité qu'il sera seul à effectuer, Lucas s'y refusant. En 1982, Lucas kidnappe Becky Powell, la nièce de Toole, et travaille pour Kate Rich. Par la suite, les deux femmes sont portées disparues, puis retrouvées mortes. Lucas admet leur meurtre en 1983 après avoir été arrêté pour port illégal d'armes. Toole avouera avoir travaillé pour une secte satanique cannibale nommée la Main de la Mort, que lui-même se livre à des actes de cannibalisme et qu'il est sexuellement attiré par le feu. Il est aussi reconnu coupable du meurtre de George Sonnenberg et de Ada Johnson. Il admet 4 autres meurtres, dont celui d'Adam Walsh. Il avoue ensuite avoir commis 108 homicides avec Lucas. Daniel Harold Rawlings est un tueur en série et chanteur américain. Lorsqu'il était adolescent et jeune adulte, Rawlings fut arrêté à plusieurs reprises pour des faits de cambriolage en Géorgie et de voyeurisme. Après cela, la police de Louisiane alerta les autorités floridiennes sur un triple meurtre non résolu commis à Shreveport. Daniel a commis ce meurtre. C'est le meurtre de William Thomas, dit Tom Grissom, 55 ans, de sa fille Julie, 24 ans, et de son petit-fils Sean, 8 ans. La famille fut attaquée dans sa maison vers 18h20, alors qu'elle s'apprêtait à dîner. Leurs cadavres furent découverts 2 jours plus tard. On a retrouvé le corps inanimé de William affalé contre la porte et poignardé à de multiples reprises au dos et à la poitrine. Celui du jeune Sean attaqué alors qu'il regardait la télévision face contre terre dans le salon. Il fut poignardé dans le dos et la lame ressortit par la poitrine. Et le cadavre de Julie Ann Grissom, poignardé à 3 reprises. Sa mort a même été mise en scène. On l'a découvert nettoyé avec du vinaigre et suspendu partiellement nu à un lit. En août 1990, Danny Rawlings assassina sauvagement à coups de couteau 5 étudiants lors d'une série de cambriolages à Gainesville, en Floride. En effet, le 24 août, Rawlings tua Sonja Jane Larson et Christina P. Powell, 2 étudiantes de 17 ans, faisant irruption dans leur colocation. Rawlings serait tout d'abord allé à l'étage où Larson dormait. Rawlings la tua en fermant sa bouche pour étouffer ses cris, puis en la poignardant à mort. Rawlings retourna en bas où Powell était endormie. Il scotcha sa bouche et attacha ses poignets dans son dos. Il la menaça avec un couteau alors qu'il lui déchirait ses vêtements. Il la viola face contre terre avant de la poignarder dans le dos à 5 reprises. Rawlings plaça les cadavres des 2 jeunes femmes dans des positions sexuellement provocantes avant de prendre une douche dans leur appartement et de partir. Le samedi 25 août, Rawlings entra par effraction dans l'appartement de Krista Leigh Hoyt, âgée de 18 ans, qui était à ce moment-là absente. Rawlings a décidé de l'attendre. À 11h, Krista entra dans son appartement et Rawlings la prit de surprise par derrière et l'étrangla pour la maîtriser, puis lui ferma la bouche avec du scotch. Il l'attacha et la conduisit dans sa chambre, où il déchira ses vêtements et la viola. Comme avec Powell, il plaça son corps face contre terre avant de la poignarder dans le dos, et le pire c'est qu'après, il la décapita post-mortem et posa sa tête coupée sur une étagère en face de son cadavre. Le 27 août, Rawlings entre par effraction dans la colocation de Tracy Inez Poles et de Manuel Ricardo dit Manny Taboada, tous 2 âgés de 23 ans. Il réveille Taboada et le tue dans sa chambre. L'homme se serait débattu pour se protéger sans réussite. Poles, qui a entendu l'affrontement et qui a vu Rawlings, se serait barricadé dans sa chambre mais sans succès. Rawlings entra et scotcha la bouche et les poignets de Poles, lui déchira ses vêtements et la viola, avant de la retourner et de la poignarder dans le dos à 3 reprises. Rawlings est exécuté par injection létale à la prison d'État de Floride le 25 octobre 2006. Il ne montra pas le moindre signe de remords et refusa de présenter ses excuses aux proches des victimes, dont beaucoup assistent à l'exécution en tant que témoins. Il mourut en chantonnant un hymne évangélique
qu'il avait écrit lui-même. Charles Manson est un meurtrier américain. Enfin, il est jugé en tant que commanditaire des meurtres puisqu'il ne les a pas commis lui-même. À l'âge de 32 ans, il fonde une communauté hippie dont il devient le dirigeant charismatique et se présente comme la réincarnation du Christ. La communauté était appelée Blackbird Charlie par les autres communautés, mais elle finit par s'appeler la famille Manson. Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, membres de la famille Manson, pénètrent dans la maison de Los Angeles, 10050 Cielo Drive, de Roman Polanski. Ils viennent venger Charles Manson du producteur de musique Terry Melcher qui a refusé de lui signer un contrat. Mais ce dernier a récemment déménagé. Entrant dans la villa alors occupée par des personnes n'ayant aucun lien avec Manson, Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, et ses amis, le coiffeur des stars Jay Sebring, le producteur Wojciech Frybowski et sa fiancée Abigail Folger, héritière de la compagnie de café Folgers, et Stephen Parent seront les victimes de ce drame. Haddon Clark est un meurtrier et cannibale américain. Première victime est une voisine de 6 ans, Michelle Dorr, qu'il tua en mai 1986 et sur laquelle il se livra à des actes de cannibalisme. Clark ne fut pas suspecté à l'époque car la police suspectait le père de la jeune fille. En 1992, il tua Laura Hood Telling, une jeune femme. La mère de Laura avait offert un emploi de gardien à temps partiel à Haddon Clark. Les parents de Haddon étaient tous les deux alcooliques et ont physiquement et moralement abusé de leurs 4 enfants. Sa mère avait pour habitude d'habiller Haddon comme une fille. Il a grandi en s'identifiant comme étant une femme et se serait souvent travesti. Le dessin de la petite fille à la robe rouge ressemble à la petite fille qu'il aurait tuée, mais il aurait dit qu'il s'était dessiné quand il était petit, habillé en fille, et s'appelait alors Kristen. Robert Bardo a été condamné en octobre 1991 pour le meurtre survenu le 18 juillet 1989, celui de l'actrice et mannequin américaine Rebecca Schaeffer, qu'il traquait depuis 3 ans. En effet, il aurait obtenu son adresse personnelle via une agence de détective. Le 18 juillet, il a voulu se rendre au domicile de l'actrice car il n'a pas supporté sa scène de sexe dans un de ses films qui lui aurait fait perdre son innocence. Après que Schaeffer l'ait refoulé une première fois, Bardo y retournait après avoir pris un petit déjeuner. Cette fois-ci, l'actrice lui ouvra. Bardo lui aurait tiré une balle dans la poitrine.
Joseph Druce est un meurtrier condamné à la réclusion à perpétuité en 1988. Après avoir tué un homme qui, après avoir pris Druce en autostop, lui aurait fait des avances sexuelles. Mais il a été surtout médiatisé pour le meurtre de l'ancien prêtre pédophile, John Geoghan. Joseph, antisémite et homophobe, aurait étranglé le prêtre de 68 ans dans la prison de haute sécurité Sousa Baranowski à Lancaster. Le père de Joseph Druce aurait déclaré au quotidien américain, The Boston Globe, « Je ne peux pas comprendre comment ils ont pu mettre un type susceptible de tuer un délinquant sexuel dans la même cellule qu'un délinquant sexuel. » Geoghan avait été reconnu coupable en janvier 2002 d'avoir abusé un enfant de 10 ans dans une piscine. Sa hiérarchie avait même payé 10 millions de dollars pour mettre fin à la poursuite collective engagée par 86 victimes du père Geoghan. Le prêtre a exercé pendant 30 ans et environ 150 de ses victimes se sont manifestées. Roderick Justin Rod Ferrell, né le 28 mars 1980, est un meurtrier américain et chef de secte. Il faisait partie d'un gang d'adolescents de Murray dans le Kentucky, connu sous le nom de Vampire Clan. Ferrell a prétendu être un vampire de 500 ans, nommé Vesago, un personnage qu'il s'est créé après être devenu obsédé par le jeu de rôle Vampire the Masquerade. C'est sa mère, Sandra Gibson, qui a présenté ce jeu pour la première fois à Rhodes. En 1998, Ferrell a plaidé coupable du double meurtre d'un couple d'Husties en Floride, devenant ainsi la plus jeune personne aux États-Unis dans le couloir de la mort. Initialement condamnée à mort, la peine de Ferrell a depuis été réduite à la perpétuité sans libération conditionnelle. Le 25 novembre 1996, Naomi Ruth Quinn et Richard Wendorf ont été retrouvés par leur fille Jennifer Wendorf, battue à mort dans leur maison d'Husties. Pendant que Richard Wendorf, 49 ans, dormait sur son canapé et que Ruth était sous la douche, Ferrell et son complice Howard Scott Anderson sont entrés dans la maison par le garage et ont ramassé un pied de biche. Avant même que Richard ne se soit réveillé, Ferrell l'a battu plusieurs fois avec, lui fracturant le crâne et les côtes, l'assommant presque instantanément et le tuant peu de temps après. Puis ce fut le tour de Ruth, mais Ferrell a affirmé dans sa confession que dans son plan initial, il voulait permettre à Naomi Ruth de vivre. Mais comme elle l'a attaqué en se jetant sur lui et en lui jetant une tasse de café brûlante, il aurait changé d'avis. Adolf Hitler, le fondateur du nazisme, qui a pris le pouvoir en Allemagne en 1933 et qui instaura une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe, désignée sous le nom de Troisième Reich. Adolf Hitler était un artiste. D'ailleurs, il a échoué 2 fois l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, qui lui aurait assuré un emploi. Et peut-être qu'on n'aurait jamais vu Hitler dictateur. Malgré ses échecs à l'Académie, il aura persévéré dans la peinture en vendant ses tableaux entre 1909 et 1914.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye! See you soon in your nightmare!